Vaincre ou périr? J'exagère un petit peu, mais il y a là un vrai combat, celui que doivent mener de nombreuses communes pour sauver leur commerce de centre-ville. Régulièrement, on y voit en effet des vitrines à l'abandon ou des enseignes qui ont disparu. Et dans le même temps, les galeries commerciales extérieures, elles, font le plein de clients, même si entre elles, elles se livrent une guerre sans merci. Alors précisément, ces dernières ont-elles tué les commerces de centre-ville? L'État semble le penser, tout du moins s'en préoccuper, lui qui a mis en place un plan Action Cœur de Ville pour redynamiser les communes. Dans cette émission, il y aura des reportages et des invités. Ils sont élus, commerçants, entrepreneurs, spécialistes d'immobilier commercial. Avec eux, on parlera des faits et on envisagera bien évidemment l'avenir. Enquête de région commence. Bienvenue. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, en Vendée, et nous avons profité des fêtes de fin d'année il y a quelques semaines pour parler commerce. Ça tombait parfaitement bien au moment où nombre d'entre nous fréquentions assidûment les magasins. Mais justement, dans quel type de magasins allons-nous? Ceux des centres-villes ou ceux des galeries commerciales qui ont un gros avantage? Celui de bénéficier d'un grand parking et surtout gratuit. Dans la Sarthe, on se soucie justement du cœur de la ville, du cœur de certaines petites communes en essayant de préserver le commerce. On rivalise d'imagination pour cela. Voici quelques exemples du côté de Fresnay-sur-Sarthe avec Cécile Claveau. Des boutiques vides, des rues désertées, le fléau de nombreux centres-villes. À Fresnay-sur-Sarthe, le Lude ou encore Vilaine sous Malicorne, cela ne semble pourtant pas être une fatalité. Si on arrivait à trouver des photos d'une vieille papeterie ou des vieux crayons, des trucs un peu ça, un petit peu dans le sens... Ce matin-là, à Fresnay-sur-Sarthe, Madame le maire discute de son prochain chantier. Dans quelques mois, ce magasin abandonné devrait prendre une autre allure. Parce que ils sont repris. Celui-ci, c'est une ancienne librairie, papeterie, jouets, cadeaux, les petits commerces qu'il y avait dans les années 70, donc qui a fermé il y a quelques années quand même déjà, hein, à la retraite de la commerçante. Ça n'a jamais été repris. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne s'était pas forcément attaqué à ce quartier-là parce qu'il est un petit peu excentré du centre-ville, mais c'est un quartier de passage parce que c'est le quartier qui descend à l'école. Depuis 2014, l'équipe municipale s'est lancée dans une opération d'embellissement du centre-ville. Des vitrines vides ont été décorées. Situé au nord de la Sarthe, Fresnay compte environ 3000 habitants. Mais pas question d'en faire une cité dortoir. En quelques années, le conseil municipal a investi 60 000 € pour des actions en faveur du commerce, comme par exemple ce coup d'éclat l'été dernier, des parapluies de toutes les couleurs. Ça a démarré derrière moi, toute cette rue-là, donc 500, un peu plus de 500 parapluies accrochés au câble. Ça sert à étonner. Et puis on a eu beaucoup de touristes qui sont venus, même des gens d'un petit peu partout, qui ont fait des photos. Étonné, le credo de Madame le maire. Sa dernière trouvaille, une boutique éphémère. Bonjour Cécile, bonjour, ça va? Alors ça s'est bien passé ces fêtes? Très bien, super. Bon. La mairie a acquis les murs de ce local il y a quelques mois pour permettre à des créateurs de venir vendre leurs produits pendant un mois. En échange, ils paient juste 100 € de charge. Je me disais, est-ce que ça va plaire? Est-ce que mon travail va plaire? Et au bout de 2 jours et demi, c'était une grande affluence dans la boutique et c'était que du positif. Embellissement, animation, aide à la rénovation ou à l'installation. Ces initiatives commencent à porter leurs fruits. En 2018, 6 nouveaux magasins ont ouvert à Fresnay-sur-Sarthe, de quoi ravir les habitants. Sinon, il faut prendre la voiture pour aller en ville. En ville. En ville, à Longchamp. Enfin, dans les grandes villes. Bah oui. Là, c'est très important. Puis Fresnay-sur-Sarthe, c'est formidable. Il y a tout ce qu'il faut, pharmacie, petit commerce, boucherie, charcuterie, tout ça, traiteur. Donc non, il y a tout ce qu'il faut à Fresnay. Ça sert à avoir des nouveaux habitants, ça sert à maintenir l'école, ça sert à maintenir le commerce, ça sert à être dynamique et ça sert à montrer qu'en milieu rural, on sait faire aussi. Autre histoire, autre projet. Situé dans le sud de la Sarthe, le Lude rassemble environ 4000 habitants. Ici aussi, des façades ont été peintes, des aides à la rénovation existent, mais depuis plusieurs mois, une autre idée a germé. L'opération « Ma boutique à l'essai ».
On a commencé par acheter le bâtiment qui est derrière moi, qui est une banque qui nous a quittés. Et nous avons installé des porteurs de projets à l'intérieur. Et surtout, pour les aider, nous avons décidé de faire 6 mois gratuits. Et puis ensuite 6 mois à loyer modéré. Donc ce sont des conventions d'occupation précaire qui leur permettent de créer leur clientèle, de s'installer et d'avoir moins d'argent à sortir dès le départ. Celle-là portée donne vachement bien. Vous voulez essayer ? Oui, allez-y. Vendeuse sur les marchés, Sandra a décidé de tenter l'expérience. Je préfère l'autre d'avant. S'il n'y avait pas eu les boutiques à laisser, non, ça n'aurait pas été possible. Niveau investissement, les loyers sont quand même assez chers, il faut investir dans la marchandise, le matériel. Donc non, sans cette proposition-là, non, j'aurais pas pu. Merci à vous. Merci. À la prochaine, bonne journée. Merci, au revoir. C'est très agréable d'avoir une boutique sur la commune, ça nous permet de faire des connaissances et puis de trouver ce qu'on aime même pour les enfants. Le centre-ville compte déjà 7 boutiques à laisser et plusieurs commerçants ont décidé de rester. À l'entrée du bourg, un autre chantier a commencé. La réhabilitation du site Candia, fermé en 2014. Dans quelques mois, une caserne accueillant 19 gendarmes et leurs familles sera construite et des aménagements touristiques seront installés. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens de se dire « Ah, c'est joli, ça donne envie, on s'arrête et du coup, on consomme aussi dans notre ville ». Direction à présent Vilaine-sous-Malicorne, à une quarantaine de kilomètres du Mans. Au début des années 2000, les boutiques du village, à l'écart de la voie passagère, fermaient les unes après les autres. Les élus ont alors eu une idée, déplacer le centre-ville. La municipalité a acheté un terrain juste à côté de l'église et de la mairie pour regrouper les commerçants restants. 4 magasins et des places de stationnement le long de la route principale ont été créés. Bonjour. Fabienne, ça va ? Ouais. Ça bosse ? Ouais. Fabienne n'a pas hésité à déplacer son salon de coiffure. Avant, le local qu'on avait, c'était avec des toutes petites fenêtres. Là, on a un espace qui est très lumineux et plus grand. Avec l'épicerie, la boulangerie, ça joue énormément, quoi. Il y a beaucoup plus de passages de l'extérieur. Coût total pour la collectivité, 950 000 € financés avec l'aide de subventions. Pour la mairie, cet investissement a sauvé les services de proximité. On aurait pu craindre d'avoir plus du tout de commerce. Ça nous a quand même permis, cet équipement, de gagner en attractivité. Et la meilleure preuve, c'est que notre population a augmenté. En 2009, on était moins de 900. Aujourd'hui, on est presque 1050. Je pense qu'il faut croire en nous, y compris en milieu rural. Je pense qu'on peut s'autoriser à viser haut. Viser haut, avoir des idées et les concrétiser. Sans doute la recette pour revitaliser son centre-ville. À leur niveau, ces 3 communes semblent en tous les cas avoir trouvé des remèdes à la désertification. Luc Boire, bonjour. Bonjour Emmanuel Faure. Maire de La Roche-sur-Yon, je vous ai donné rendez-vous là, dans votre ville. On précise qu'on est quoi, à 20 mètres de la place Napoléon, qui est la grande place centrale, et également de l'hôtel de ville. Et là, on a quoi? Une galerie, une verrue? Comment vous nommez ça, vous? Alors ça dépend des époques. Voilà, ça a été tout d'abord un garage automobile, puis une galerie qui a fonctionné pendant quelques années et puis qui depuis pas mal de temps maintenant, ne fonctionne plus, n'a pas trouvé. Mais là, c'est à l'abandon. On imagine même que c'est bourré d'amiante. Enfin, c'est totalement insalubre. Alors c'est à l'abandon et nous avons racheté les parts de l'immobilier qui ne nous appartenaient pas pour pouvoir penser à un autre avenir pour ce lieu. Ça veut dire qu'une galerie commerciale comme ça en centre-ville, ça ne marche pas naturellement. Ça ne marche plus naturellement. Je pense que ça correspondait à une vision des années 70. Aujourd'hui, les commerces, ils ont besoin d'être vus, d'être au regard de tous, et non plus d'être renfermés dans des galeries sans soleil, si je peux dire. Ouais, parce que là, côté rue, les commerces ont évidemment accès par l'extérieur. Ici, on est obligé de passer par la galerie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de stationnement? Parce que la place Napoléon, on va préciser pour tous ceux qui ne connaissent pas bien La Roche-sur-Yon, avant, c'était un grand parking. Depuis quelques années maintenant, il y a des animaux, comme les machines de Lille à Nantes, c'est beaucoup plus animé, mais on ne peut plus se garer. Du coup,
Comment font les gens qui veulent accéder au commerce? Alors ça, c'est tout un programme de stationnement que nous mettons en place, effectivement, pour répondre à cette problématique. La place Napoléon fonctionne, c'est une très belle place. Il y a sans doute un souci de conception à l'origine, c'est le manque d'un parking de 500 places sous la place. On n'y reviendra pas, c'est fait pour 50 ans au moins, et donc il faut. Mais est-ce que ça condamne pas l'avenir des commerces ici? Alors, il faut, pour repenser les choses, d'abord avec un transport collectif qui soit plus adapté, et puis peut-être des commerces que l'on vit autrement, que l'on imagine autrement. Parce que pendant ce temps-là, les galeries commerciales, elles ont des grands parkings, ils sont gratuits. C'est cela. C'est-à-dire que c'est aussi la vision des années 90 où on a transporté en dehors de la ville des immensités commerciales. Revenons au cœur de ville, réapproprions-nous le cœur de ville pour redessiner ces bâtiments, les repenser pour qu'ils soient à la fois vivants par leur commerce mais aussi par l'habitat. Donc l'idée c'est de repenser la ville autour de ces commerces, de ses habitats et de ses administrations. Un cœur de ville, ça passe par les commerces pour faire battre ce cœur, ça vous êtes d'accord? Complètement. Est-ce que néanmoins il n'y a pas trop de commerce dans votre ville? Il n'y a pas trop de commerce puisque, au fond, désormais les commerces fonctionnent plutôt bien. Nous avons imaginé un quartier que j'aimerais vous faire découvrir, qui est le quartier des Halles. Quartier des Halles? Le quartier des Halles. Vous voulez qu'on y aille? Ben on y va. Allez, on y va. Donc, le cœur des Halles, on y est. Ça, c'est temporaire, hein. C'est pour présenter le projet. Quel est ce projet? Ce lieu dédié au projet, vous avez raison. Donc, quel est le projet? Eh bien, c'est tout simplement de faire vivre le quartier des Halles sous une autre allure, lui redonner une seconde jeunesse. Pourquoi ça périclitait? Il y avait beaucoup de commerces fermés ou il n'y avait pas de commerce du tout? En 2014, il y avait plus de 40 cellules commerciales sur le quartier des Halles de vide, et sans projet, sur 200, 250. Donc 25%. C'était énorme. On souffre aussi dans ce quartier a posteriori, d'un quartier qui a très bien fonctionné, donc avec des loyers qui étaient élevés. Et donc il faut repenser toute cette politique. Et puis de donner à ce quartier qui a une seconde vie, un second souffle à trouver, de donner une histoire. Et l'histoire, c'est la vie, et c'est la vie autour des commerces de bouche et autour de l'animation. Et c'est pour ça que nous allons redonner au quartier des Halles une place d'animation. Où les gens se croisent, un espace où on va pouvoir aussi réaliser des fêtes en été, où on va pouvoir avoir des concerts, des lieux d'animation, des lieux de culture. Un cœur qui bat dans la ville. Sans ça, sans ce projet, vous craigniez, avec un I juste devant le E, de voir votre ville mourir carrément? La ville, peut-être pas, mais le cœur de ville s'éteindre, oui, petit à petit, parce que, comme dans toutes les villes moyennes, le commerce a été capté par les zones périphériques, et donc avec un désintérêt pour le cœur de ville. Désintérêt qui est en train de changer aujourd'hui. Désintérêt de la part de qui? De la part des élus ou de la part des habitants? Non, de la part des habitants. Les élus, forcément, sont attentifs à leur cœur de ville, puisque c'est le lieu de vie. Oui, mais cet étalement urbain, il ne s'est pas fait tout seul, il s'est fait avec votre accord, celui de vos prédécesseurs aussi. Ça s'est fait à une époque où ça se faisait partout, où les gens allaient plutôt chercher d'ailleurs à habiter en dehors de la ville. On était moins sensible à l'empreinte carbone qu'on l'est aujourd'hui. Et puis, où on dessinait des zones commerciales extérieures gigantesques. Est-ce qu'il y a trop de commerce à La Roche-sur-Yon? Est-ce que vous en avez trop fait à l'extérieur et aujourd'hui vous êtes obligé de récupérer ce qui n'a pas été fait pendant des années à l'intérieur? Je pense qu'il faut réorganiser tout cela. Il y a des lieux pour acheter sur des périodes données et puis d'autres lieux où le commerce est plus adapté à la relation humaine. C'est le cas des cœurs de ville avec des cellules plus petites, peut-être des lieux pour des créateurs, des lieux où on échange plus facilement avec nos commerçants. Et c'est ce que l'on cherche à faire ici avec un quartier qui va vivre au rythme de la journée et au rythme de la nuit pour nos étudiants. Et je pense en même temps au logement autour de cette place. Donc ça va être bénéfique pour tout le monde. Plus tourné vers les étudiants. Vous avez cité les mots importants. Cœur de ville. Action Cœur de ville. C'est un projet du gouvernement. 222 villes en France sont concernées, dont 9 dans les Pays de la Loire. On va les citer. La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Cholet, Saumur, Laval, Châteaubriand, Saint-Nazaire, Fontenay-le-Comte et bien sûr La Roche-sur-Yon. Ça concerne évidemment plusieurs domaines, l'habitat, le patrimoine, la mobilité, les connexions. Voyons exactement dans le détail en quoi ça consiste dans la Sarthe, du côté de Sablé et la Flèche avec Cécile Claveau et Karine Mordrel. Voici une des rues de Sablé-sur-Sarthe qui bénéficiera prochainement du dispositif Action Cœur de Ville. Dans cet espace commercial, un parcours artistique devrait être installé et les entrées devraient être améliorées. De quoi satisfaire les commerçants.
dans tous les centres-villes, si ça pouvait être comme ça, de redynamiser, ça serait vraiment très bien. Par la décoration, par beaucoup de choses en fait. Le plan Action Cœur de Ville a pour objectif de redynamiser le commerce de centre-ville et d'améliorer les logements dans des communes moyennes. Un soutien financier et technique de l'État avec d'autres partenaires. À Sablé-sur-Sarthe, 3 projets vont pouvoir être menés rapidement grâce à ce coup de pouce. Un embellissement de la rue de Lille, un réaménagement de la place Raphaël-Élysée ou encore la rénovation d'une halle commerciale transformée en pôle culturel. Qui dit aide aussi bien de nos partenaires que aide financière nous permettra vraisemblablement et sûrement d'élargir notre plan d'action et par voie de conséquence nos projets. En Sarthe, seulement 2 collectivités ont été retenues pour bénéficier de ce programme. Sablé-sur-Sarthe, mais aussi La Flèche. Dans cette commune, le plan Action Cœur de Ville va permettre, dans un avenir proche, de rénover la salle Coppelia, de refaire des façades ou encore de créer un site de e-commerce local. Le plan Action Cœur de Ville sera mis en place pour ces communes jusqu'en 2025. Les financements seront attribués au fur et à mesure des projets. Voilà, retour sur le plateau d'enquête de région, toujours depuis le chantier des Halles de La Roche-sur-Yon. Vous entendrez derrière nous les travaux qui sont en train de se faire, toujours avec Luc Boire, le maire de La Roche. Ce projet Action Cœur de Ville, 5 milliards d'euros pour 222 villes, dont La Roche-sur-Yon. Vous avez une idée de ce que vous allez demander à l'État de payer ? Ce qu'on va lui demander, c'est de participer au global sur le projet et nous allons flécher ensuite les besoins particuliers. Le projet Cœur de Ville, c'est un projet d'ensemble sur un projet qui était déjà lancé avec un effet rétroactif. Et donc nous attendons l'État sur les logements, nous attendons l'État sur l'aménagement et nous attendons l'État sur un certain nombre de dossiers. Et j'espère qu'il sera généreux avec nous. Oui, parce que c'est pas 5 milliards divisé par 222. Non. Le projet lui coûte combien ? 17 millions pour cette partie-ci, une dizaine d'autres pour les parties qui sont adjacentes. Bon, allez, on va aller voir un commerçant pour parler du chantier précisément. Allez-y. Alors nous voici dans une grande librairie de La Roche-sur-Yon. André Duret, bonjour. Bonjour Manuel. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes le propriétaire des lieux. Bonjour Luc Boire, je pense que vous connaissez. Ce chantier vous concerne puisque vous allez accéder au nouveau bâtiment quand il sera terminé. Ça vous satisfait ? Bien sûr, je dirais un changement dans la vie c'est toujours agréable et puis surtout partir, je dirais, d'un espace relativement intéressant et important dans un espace totalement neuf, c'est très bien. Plus grand ? À peu près identique, mieux dirigé, donc parfait. Après, maintenant, ce n'est qu'une question de date, c'est tout. Les travaux ont du retard, visiblement. Oui, les travaux ont un peu de retard. C'est toujours difficile de travailler dans un chantier qui est habité, occupé. Pendant les travaux, la vente continue, et ce qui fait que ça nous pose quelques soucis, des soucis d'organisation. Et puis, quand on réhabilite un bâtiment, on trouve toujours des surprises. De l'amiante à un endroit où on ne l'attendait pas, un faux niveau où on ne l'attendait pas. Donc oui, effectivement, nous avons un peu de retard. Ça, c'est des choses compréhensibles. Oui, non, mais tout à fait. Mais vous étiez sceptique un peu sur ce projet ou pas ? Ah non, sur le stationnement, sur l'accès, sur... Alors, non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, faut-il faire quelque chose de niveau idéal ? La réponse est oui. Mais à partir de là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de collaborer pour avancer, pour que, je dirais, les clients soient satisfaits, continuent à venir. Je crois que c'est très, très important. Et ça a pêché au niveau de la collaboration ? Non ? Oui, quand même, ça aurait éventuellement... Vous auriez aimé quoi ? Peut-être un peu plus de collaboration en amont, quoi. C'est-à-dire que tout simplement, avec les services de la ville, avec l'architecte, etc., je crois qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux, qui aurait pu, je dirais, aboutir à un ensemble plus satisfaisant. Je crois pour moins de gêne pendant les travaux. Complètement. Voilà. Ça fait quand même 1 an et demi que les travaux ont commencé. Il y en a à peu près encore pour, je ne sais pas, mais enfin un certain délai. Voilà, donc voilà, c'est par rapport à ça. Voilà, donc tout le monde est presque d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Luc Boire, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Monsieur Duret. Au revoir, monsieur le maire. À bientôt. Merci. Alors André Duret, c'est facile d'être commerçant au centre-ville, je veux dire par là, est-ce que ça fonctionne bien ? Ou alors vous vous êtes dit, je vais quand même aller sur une galerie parce que le stationnement est gratuit, il y aura plus de gens, plus de monde, plus de ventes ? Je crois que c'est une excellente question à vous poser. Ce sont 2 choix totalement différents. Quand on est commerçant en centre-ville, on peut faire des choses que les commerçants des flâneries ou ailleurs ne font pas forcément. Je crois que c'est un complément, ça n'a pas forcément lieu d'être une opposition.
Alors les flâneries, on précise, c'est le grand centre commercial sur le nord de La Roche-sur-Yon. Tout à fait, merci de le préciser. Mais ce genre, je dirais, de grands magasins apporte un service notamment sur les dernières, puisque nous sommes dans un magasin de BD, de manga, de comics, sur les derniers numéros, les derniers tomes, mais pas forcément sur des collections complètes. Deuxièmement, je crois qu'il est très très important, et c'est ce qui fait la force du commerce de centre-ville, d'avoir des gens compétents dans leur domaine. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un ici est compétent en BD, en manga, en comics, mais il n'est pas forcément en jeunesse. Ce genre de compétences, on ne les retrouve pas dans les magasins de galerie. Je ne me permettrai pas de le dire. Non, c'est une question. Alors, tout de même. Mais c'est-à-dire que, vous savez, regardez, il y a, par exemple, 5000 BD qui paraissent chaque année. Comment voulez-vous lire 5000 BD? Donc, autrement dit, déjà, quand vous en lisez à la moitié, c'est déjà énorme. Donc, vous vous rendez compte le travail par derrière, en amont qu'il faut faire, quoi. C'est uniquement par rapport à ça. Donc, le commerce de centre-ville, si on vous entend, s'il est spécialisé, avec des gens compétents, a un avenir. Ah, je crois, oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut toujours être en amont. Il faut toujours dire, attention, demain, il faut prévoir un certain nombre de choses. C'est évident. Prévoir des choses en interne ou alors en externe, c'est-à-dire des stationnements gratuits pour que les gens accèdent facilement à votre commerce et repartent aussi facilement. Bien sûr, mais aussi se faire connaître, mais aussi dire, attendez, nous existons en centre-ville, nous proposons quelque chose qui n'existe pas forcément ailleurs, et c'est ça qu'il faut absolument une différence par rapport à l'extérieur. On peut avoir des problèmes, peut-être de stationnement, peut-être de loyer, peut-être de ceci ou cela. Alors, le loyer, justement, c'est cher le loyer en centre-ville? Je n'ai pas forcément donné, ça dépend. C'est combien de mètres carrés en moyenne? Vous êtes président de l'Union des commerçants, vous les connaissez tous? Non, je ne connais pas. Je connais 1000 € le mètre carré? Ah non, beaucoup moins que ça, heureusement. 500 € le mètre carré? Non, c'est plutôt dans les 800 000 à 1000 €. Ça dépend. Ça dépend le type, ça dépend aussi si vous êtes en plein cœur de ville, ça dépend si vous êtes, je dirais, en légère périphérie. Donc voilà. Et puis ensuite, après, c'est le marché de l'offre et de la demande. Très bien. Merci beaucoup, André Duvray, de nous avoir donné ces petites précisions. Alors, garder le commerce au cœur de la commune n'est pas une préoccupation que dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, c'est également le cas des petites communes. Comme à Ernée, en Mayenne, une personne a été embauchée par la municipalité pour faire office de manager de centre-ville. En quoi ça consiste précisément? C'est Pierre-Éric Callier et François Bobet qui nous l'expliquent. La semaine prochaine, nos services techniques vont nettoyer les rues. Si votre vitrine vient d'être lavée, ce serait dommage quand même que... Oui. C'est un travail quotidien, en tout cas une sortie obligatoire pour cet employé de la mairie. Sa mission, garder le contact en permanence avec les commerçants. Ce matin, visite du plus grand magasin de la ville, 450 mètres carrés, racheté par des Ernéens qui se lancent volontiers dans l'aventure. Il y a toujours un risque pour tout ce qu'on fait, mais après il faut y croire. Et voilà, et si on y croit, automatiquement, ça peut que marcher. Plus on sera ensemble et plus on sera fort et plus les gens resteront ici. C'est ce qu'il faut. Car faire des affaires dans un centre-ville est de plus en plus compliqué. Il faut se battre contre la concurrence des zones commerciales. Mais à Ernée, on y croit. Et si les temps changent, on s'adapte. Il subsiste par exemple 2 primeurs qui se sont fait leur clientèle. C'est à nous, commerçants installés depuis un certain temps, de bien les accueillir, d'en parler à nos clients qui viennent régulièrement et d'en faire la publicité. Parce que je crois que la publicité, le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités, même si les réseaux sociaux à l'heure actuelle prennent une importance grandissante, mais pour moi le plus grand des réseaux sociaux, ça reste notre proximité. Des commerces en ville, cela paraît tellement évident, malheureusement, comme beaucoup de petites cités, certaines vitrines un jour s'éteignent et des rideaux se ferment définitivement. Une situation désormais fréquente dans notre monde rural. Fréquent, mais pas inéluctable. Alors, Madame le maire ne regrette pas le poste de manager de cœur de ville confié à sa salariée. On voit bien que la plus-value que ça a apporté depuis 5 ans maintenant que Kedvige est au cœur de ville, effectivement, ça a une plus-value pour la relation entre la municipalité, l'association des commerçants et les commerçants en général. C'est vraiment quelque chose qui a apporté vraiment une autre dynamique. Et puis du côté de la population, si l'on apprécie les grandes surfaces au stationnement facile, on aimerait aussi conserver ces échoppes si proches de sa porte. Il y a toujours quelque chose à faire sur la ville d'Ernée. Comme là, je suis au labo, je vais au Crédit Mutuel, je vais chez le photographe. Enfin, voilà, j'ai l'habitude de venir régulièrement en ville. On trouve à peu près ce qu'on veut dans notre petit village comme ça.
Là, je sors du coiffeur, donc j'étais quand même dans le dès que je rentre ici, j'essaye de faire vivre les business du coin. Depuis 2013, Edwige doit donc suivre la vie des commerces existants, mais surtout gérer l'arrivée et l'implantation des nouveaux. Et si la tentation d'accueillir à bras ouverts tous les candidats est bien là, il faut être réaliste. Il ne s'agit pas d'emmener des porteurs de projets droit dans le mur, quoi, et puis qu'ils ouvrent un commerce et que 6 mois après, ils sont obligés de fermer parce qu'il n'y avait pas le potentiel de clientèle. Donc on les engage fortement à faire une étude de marché en préambule pour qu'ils puissent être certains que leur activité peut être adaptée au territoire. Alors si vous aussi avez l'envie de rallier cette sympathique ville du Nord Mayenne, il reste 15 locaux disponibles avec des professions très attendues. Bijouterie, agence de voyage, mercerie ou encore loisirs créatifs. Commerce de centre-bourg, commerce de centre-ville, comment choisir le bon endroit quand on veut installer un commerce? Tout ça, c'est une question d'aménagement du territoire en quelque sorte. On va en parler avec une spécialiste de l'immobilier commercial. Bonjour Christine Piropalan. Bonjour Monsieur Faure. Merci de nous recevoir dans ce cabinet. J'en suis ravie. Vous occupez depuis quelques années. Cabinet qui a été fondé par votre papa il y a 100 ans, puisque c'était en 1920. Bientôt. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que spécialiste de l'immobilier commercial, de dessiner une ville par ses commerces? Oui, alors d'abord, on doit se côtoyer dans un centre-ville, à mon avis, les commerces, la culture, les loisirs, les bureaux, les services. Comment vous travaillez pour placer une enseigne? Comment ça se passe? C'est une entreprise, une enseigne qui vous appelle en disant voilà, on cherche des locaux, dans la ville de Nantes par exemple, celle que vous connaissez le mieux, et c'est à vous de trouver ensuite, en fonction des boutiques qui sont vacantes, un espace le plus propice possible? Alors pour moi, d'abord, la priorité, c'est quand même le conseil. Donc bien évidemment, quand l'enseigne vient, je discute très longtemps avec elle pour savoir si c'est une enseigne moyenne gamme, haut de gamme, mass market. Et bien évidemment, en fonction de ses critères, du chaland dont elle a besoin, je les emplace là où il le faut. Ça veut dire que ça peut être en ville. Est-ce que ça peut également être en galerie commerciale? Non, alors moi je m'occupe uniquement du cœur de ville. Ça a toujours été que le cœur de ville, parce que je connais justement tous ces immeubles par cœur notamment, et puis je suis une fan du centre-ville. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, avec votre expérience, que les commerces ont toujours leur place, sont toujours les bienvenus en centre-ville? Bien évidemment, le commerce se réinvente complètement, ils ont toujours leur place, mais justement par rapport à ces périphéries dont on vous parliez, il faut à tout prix se différencier, et d'où l'importance d'avoir des commerces indépendants. Je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce qu'aujourd'hui une ville bat toujours, le cœur d'une ville bat toujours grâce à ses commerces ou pas? Bien évidemment, heureusement. Justement, la différenciation dont je vous parlais est quand même un facteur très important. Et puis, des enseignes de périphérie viennent maintenant en centre-ville. Donc, ça veut bien dire que le centre-ville... Donc, c'est perméable tout ça? C'est perméable tout ça, bien évidemment. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes concepts. Alors, il y a aussi une question des loyers. Peut-être aussi pour ça que beaucoup d'enseignes quittent le centre-ville, parce que si on fait moins de chiffres, on a moins d'argent, on peut peut-être moins payer le loyer. Les loyers en centre-ville sont chers. C'est combien le mètre carré commercial à Nantes? Je crois qu'elle doit être aux alentours de 700 €. On peut regarder d'ailleurs dans l'Argus la moyenne. Et sinon, vous avez des rues comme la rue Crébillon, on a entre 1000 et 1500 € du mètre carré, la rue d'Orléans, qui sont les deux rues les plus chères de Nantes. Donc quand on a 100 mètres carrés de boutique, ça fait quand même une sacrée somme. Il faut vendre pas mal de produits. En galerie commerciale, par exemple sur Atlantis, qui est le premier centre commercial de la région, le plus important, il y a 45 000 personnes par jour qui passent dans cette grande galerie, ce serait 30% plus cher avec un droit du directeur de la galerie sur le chiffre d'affaires, un pourcentage. Les centres commerciaux ont des loyers qui ne sont pas anodins. En plus, ils ont des charges très importantes, puisqu'il y a un GE, il y a tout un tas de choses. Donc les charges sont quasiment un surloyer. Donc il ne faut pas oublier ce détail. Une sorte de charge de copropriété, quoi. Non, ce n'est pas une charge de copropriété, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires, en plus des charges du GE et du reste. Ouais, de votre fenêtre, là, vous voyez pas mal de rues commerçantes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même population, ce sont les mêmes gens qui font leurs courses en centre-ville et qui vont ensuite en galerie commerciale? Alors pour partie c'est vrai et pour partie c'est faux. Pour partie c'est vrai parce qu'il y a des gens qui vont faire un mixte en centre-ville parce qu'il y a quand même des très beaux immeubles, il y a un patrimoine, ils ont envie de faire du lèche-vitrine et puis qui sont habitués aussi de centres commerciaux. Et pour partie, il y a des gens qui iront que dans les centres commerciaux, les retail parks, dans les outlets, c'est différent. Est-ce que le commerce à Nantes se porte bien? Bien écoutez, le commerce à Nantes se porte assez bien, puisque c'est une ville quand même d'une certaine importance. Vous avez en plus beaucoup de projets, comme la gare de Nantes, où c'est le 6e flux en termes de flux. Donc s'il y a des gens qui passent, ça veut dire que c'est bon pour les commerces. Il va y avoir des travaux importants qui vont aller jusqu'à la place du commerce et même jusqu'à de la Fosse. Et la place du commerce va être aussi refaite.
puisque la place Royale et la place Grinlin étaient refaites en son temps. Deux petites questions pour terminer. Une d'abord sur ce qu'on appelle les pop-up, les boutiques éphémères ou les boutiques à l'essai. C'est encore un autre concept. Hein. C'est la mairie qui prend à sa charge les loyers au départ, qui allège un petit peu le commerçant qui démarre. Ça fait du bien au commerce ou pas ? Alors, les pop-up sont très demandés, mais de toute façon, il y a un côté éphémère qui est demandé aussi par le consommateur, qui est peut-être là de voir toujours les mêmes choses. Donc ça quoi ? Ça crée de l'émulation avec les commerces qui restent ? Les gens ont envie de voir l'attrait de la nouveauté. De toute façon, le commerce se réinvente malgré le digital. Internet ne fait pas de tort au commerce de centre-ville. Internet est important, a fait du tort, c'est évident à l'origine, mais je crois que le commerce s'est complètement réinventé et bien évidemment, je pense que c'est cela qu'il faut aller tendre vers l'avenir. Merci beaucoup, Christine Piron-Parent, de faire partager votre savoir en matière d'immobilier commercial. Alors, des commerces de centre-ville, il y en a qui vont bien, on vient de l'évoquer, il y en a aussi qui vont mal, même de grands groupes, comme par exemple Eram, un groupe familial installé à Saint-Pierre-Mont-Limard, hein, c'est dans le Maine-et-Loire, groupe spécialisé dans la chaussure et qui regroupe d'ailleurs plusieurs marques, plusieurs enseignes. 96 de ces boutiques, vous avez bien entendu, 96 vont fermer d'ici quelques mois. L'explication Éric Aubron et Gwenaël Riet. Une bien mauvaise surprise pour le personnel des magasins Héros et Texto. Le groupe Eram, qui gère ces deux enseignes, a confirmé la fermeture de 96 boutiques sur 125 implantées en France, sans pour autant communiquer sur le plan de restructuration en cours. Seule certitude, les 274 salariés sont concernés. Ils se verront proposer une offre de reclassement d'ici février. Après avoir cédé les magasins Tati il y a plus d'un an, Eram traverse donc une nouvelle crise, un siècle après sa création à Saint-Pierre-Mont-Limard. C'est là, au cœur des Mauges, qu'est installé le siège de cette ancienne usine à la campagne, toujours gérée par la même famille, les Bioto. Une affaire qui pèse aujourd'hui 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe emploie 7000 personnes, dont 1800 rien que dans le Maine-et-Loire. Ce poids lourd, qui a vu disparaître un à un ses concurrents dans la région, totalise ainsi une dizaine de marques dans la chaussure, mais aussi le prêt-à-porter avec l'enseigne Gémeaux, par exemple. Mais voilà, comme d'autres dans ce secteur, Eram est confronté au changement de mode de consommation, la concurrence des ventes sur Internet et une clientèle qui déserte de plus en plus le centre-ville. Le slogan qui a fait la renommée du groupe dans les années 80 en l'installant dans l'univers de la mode à petit prix paraît bien loin. Il faudrait être folle, il faudrait être fou pour dépenser plus. Bonjour Clotaire Brunet. Bonjour Emmanuel. Vous êtes commerçant ici dans cette galerie des flâneries à La Roche-sur-Yon. Là, vous avez 5 boutiques en Vendée, dont 2 à La Roche-sur-Yon, une dans cette galerie qui est au nord de la ville et une autre dans la galerie sud. Pourquoi vous avez fait le choix de vous installer dans une galerie commerciale plutôt qu'en centre-ville ? Alors à l'origine, j'ai fait ce choix-là, c'était un peu l'opportunité qui s'est présentée. C'était mon premier emplacement, c'était les flâneries. Je voulais être sur un point fort avec énormément de densité de trafic. Donc les flâneries avaient un local, l'opportunité a fait... Est-ce que vous aviez l'impression de limiter les risques d'investissement en voyant des gens passer très nombreux dans cette galerie, donc devant votre boutique chaque jour, plutôt que de les attendre, éventuellement des journées entières sans en voir aucun en centre-ville ? Alors pas forcément sans en voir aucun, mais j'avais aussi derrière l'idée de développer mon business avec différents magasins. Et du coup, le fait de commencer par un centre commercial, ça me permettait d'avoir assez vite une équipe en place. On sait qu'en centre-ville, c'est un peu plus difficile, enfin pas difficile, mais c'est un peu plus long à lancer sa boutique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez aller vous installer en centre-ville, maintenant que votre boutique est bien assise, vous êtes bien installé ? Tout à fait. C'est prévu ou pas ? C'est pas prévu pour l'instant, mais je fonctionne à l'opportunité. Bon, c'est concurrentiel ou pas le centre-ville et les galeries commerciales ? Est-ce que vraiment vous jouez les uns contre les autres ? Non, non. Ça a peut-être été vrai il y a 40 ou 50 ans, à l'arrivée des premiers hypermarchés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On fonctionne plutôt en complémentarité et en bassin de vie. Aujourd'hui, si on prend le cas de La Roche-sur-Yon, on est sur un bassin de vie qui va attirer des clients le week-end sur des centres commerciaux qui iront aussi profiter du centre-ville. Et en fait, on le voit de toute façon, aujourd'hui, les centres-villes ont tendance à se diversifier au niveau de l'offre et non pas les enseignes qu'on va trouver aussi en centres commerciaux. Donc, il y a plus d'originalité en centre-ville ? Oui, oui.
C'est-à-dire que les centres commerciaux sont plus orientés sur des enseignes nationales, internationales. Donc, des marques qui évoquent tout de suite quelque chose pour le consommateur. Exactement. Hein. Quand ça va mal en centre-ville, parce que c'est le cas dans de nombreuses villes moyennes, notamment à La Roche-sur-Yon, ça ne va pas très bien, il y a beaucoup de commerces fermés en centre-ville, est-ce que ça fait vos affaires? Non, non, non. Comme je vous le disais, en fait, on est sur un bassin de vie. Donc, ce n'est pas une question de perdant-gagnant. Aujourd'hui, en fait, le bassin de vie de La Roche-sur-Yon, l'objectif, c'est de garder un maximum les clients sur ce bassin-là. Si quand c'est un petit peu dur en centre-ville, ça ne fait pas les affaires des galeries, qui c'est qui tire son épingle du jeu? Internet. Internet. Ça, c'est votre ennemi, entre guillemets, votre adversaire du moment? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on va dire adversaire, mais nous, en fait, que ce soit centre-ville ou centres commerciaux, on est là pour attirer les clients. Et quand le client il va à un endroit, il vient à l'autre, en fonction des moments de la journée ou de la semaine. Internet, c'est plus du tout de tissu local. Et c'est tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Exactement. Bon, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en 2017, les Français ont dépensé en fait 81 milliards 700 millions d'euros en achetant par Internet. C'est déjà 14% de plus que l'année précédente en 2016. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Emmanuel Faure. Mohamed Adouni, bonjour. Bonjour Emmanuel Faure. Vous êtes secrétaire général CPME 85. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, je suis content que vous soyez là. Merci d'avoir dit oui à notre sollicitation parce que pour parler de commerce, il nous semblait utile également et opportun d'avoir quelqu'un de la CCI de la Vendée. Alors, dans un premier temps, c'était possible et puis très vite, on nous a fait savoir que non, ça ne l'était plus, que la Chambre de commerce et d'industrie n'était pas, et je cite, la plus légitime pour parler de commerce. Pourtant, dans CCI, il y a Chambre et industrie, au milieu, il y a commerce. Donc, on ne saura pas ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée fait en matière de commerce pour ce département. En Vendée, néanmoins, on crée des entreprises, monsieur Abdouni, 2167 en 2016 contre 909 radiations. Dans les deux sens, c'était un record. Est-ce que dans toutes ces entreprises, parmi elles, il y a beaucoup de commerce? Beaucoup de commerces en Vendée. Sur 10 ans, c'est plus de 170 commerces en solde positif entre les destructions et les créations de commerce. Donc c'est un territoire très dynamique et on a une création de commerce qui suit un peu les autres types d'entreprises, artisanales, industrie. Mais ce sont des commerces récents, c'est-à-dire qu'ils ne durent pas très longtemps, ou au contraire, ce sont des vieux commerces qui s'éteignent et d'autres se créent et vont durer très longtemps? Alors, les deux, mon capitaine. On a les deux types de commerce. On a des typologies de commerce qui restent plutôt longtemps. Je prends le centre-ville qui a une durée de vie en moyenne de 30 ans, une trentaine d'années avant de disparaître. Et puis des commerces un peu plus fragiles, un peu moins pérennes qui vont se détruire au fil des activités, au fil des aléas, au fil de la conjoncture. Voilà, les commerces qui se créent, c'est aussi bien en centre-ville, comme à La Roche-sur-Yon par exemple, qu'en galerie commerciale au nord ou au sud de cette ville. Si on parle de densité commerciale, il faut savoir que dans la région des Pays de la Loire, on est à 1,70 m, donc 1,70 m par habitant. C'est plus qu'en Bretagne. Par exemple, nos voisins bretons, eux, ne sont qu'à 1,25 m par habitant. Est-ce que, et c'est encore plus en Vendée et à La Roche-sur-Yon, oui. Est-ce qu'il n'y a pas trop de commerce? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde en fait? Il n'y a pas trop de commerce. Il n'y a jamais trop de commerce. On prend le cas des densités. On peut se poser la question quand on voit qu'il y a des enseignes fermées. Oui, on peut. Quand on prend par exemple La Roche, on monte encore. La Roche est la troisième plus grande ville en termes de densité commerciale. On arrive quasiment à 2,50 m de commerce, 2,50 m carrés de commerce par habitant. On n'a jamais trop. Pourquoi? Parce qu'on a une démographie vendéenne qui a un solde positif, un solde migratoire. On a beaucoup de personnes qui arrivent en Vendée. Et puis, vous n'êtes pas censé savoir que le Vendée est l'un des plus grands départements touristiques. Donc, on a aussi un flux touristique. On va quand même apporter une petite modération. Le tourisme, c'est 2-3 mois dans l'année. C'est un peu plus de 3 mois. On arrive maintenant sur 3 mois et demi. Donc, effectivement, sur cette période de l'année, on est obligé d'avoir ces commerces, notamment alimentaires, notamment de proximité, qui sont là. Effectivement, sur le reste de l'année, on est en suréquipement commercial, mais ça fait partie du charme vendéen, c'est-à-dire que vous avez des cellules, elles sont là, on a tout un lot de commerçants qui peuvent être à disposition pour vous accueillir. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, beaucoup de gens nous disent c'est le stationnement. Ici, on peut stationner, il y a de la place et c'est gratuit. En ville, il y a peu de place, pas forcément devant les magasins dans lesquels on va, et en plus, c'est payant. Pas que. Alors, vous avez deux grosses tendances. Si vous voulez effectivement une facilité, des grandes locomotives, venez en périphérie. Vous avez les grandes locomotives, les grandes enseignes qui sont là. Vous aurez en plus la concentration des commerçants. Vous avez, comme sur les flâneries, une cinquantaine de boutiques qui sont sur un même lieu.
vous voulez faire de l'achat plaisir, de l'achat de plein air, profiter des rues piétonnes, c'est en centre-ville que vous trouverez ce type de service. Les deux ne sont pas antagonistes, les deux sont plutôt complémentaires. On peut venir faire des achats en galerie et puis finir par un restaurant en centre-ville et finir par un achat plaisir. Comment on voit que sur 51 boutiques dans cette galerie, par exemple, il y en a 2 qui sont fermées actuellement. En centre-ville de La Roche-sur-Yon, mais comme à Cholet, comme à Saint-Nazaire, ailleurs dans la région, à La Flèche, à Sablé ou à Laval, il y a des enseignes qui sont fermées. Donc, est-ce qu'en fait, les commerces périphériques de galeries ne sont pas en train d'atomiser, de tuer à petit feu, en fait, le commerce du centre-ville? Au contraire. Pour donner un chiffre sur les vacances en centre-ville, c'est en moyenne entre 7 et 10% de cellules commerciales qui sont vides en centre-ville, avec une durée de vie de vacances de 1 an, entre 9 mois et 1 an. Donc on est dans la normale, on est dans la moyenne, il n'y a pas de souci là-dessus. La seule grande différence, c'est que les commerces sont beaucoup plus grands et beaucoup plus pérennes en galerie commerciale qu'en centre-ville. Est-ce que le grand méchant loup là-dedans qui fait peur à tout le monde, c'est Internet? Là-dessus, on a un combat commun, c'est-à-dire que tous les commerçants de proximité ou de grande surface ont un combat commun qui est le commerce par Internet. On a maintenant de plus en plus de personnes qui vont commander par Internet. Alors, soit ça sert, je dirais, les commerçants, parce qu'on appelle le drive and collect ou le click and collect. Expliquez-nous ça. Vous commandez sur Internet et vous venez retirer dans la boutique. Après, les grands perdants, c'est par rapport à Amazon ou le commerce en ligne, qui là, effectivement, repart à l'étranger et ne fait pas contribuer à l'économie locale. Ouais, Amazon dont on parle beaucoup, puisque un centre pourrait s'installer dans l'ouest, à Grand-Champ-des-Fontaines, au nord de Nantes, 120 000 mètres carrés, 1700 emplois. Ce serait le premier site logistique de l'ouest du géant américain. Merci, Mabel Adouni. Merci, vous êtes secrétaire général de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises de Vendée. Alors, le commerce en galerie commerciale n'apporte pas forcément l'assurance du succès, avec d'innombrables clients et un gros chiffre d'affaires. Les clients peuvent éventuellement faire aussi du lèche-vitrine, ne faire que passer devant. Dans la métropole nantaise, certaines connaissent même des difficultés. Vous voyez ce reportage d'Olivier Quentin et Dominique Lemay. Cette galerie commerciale affiche 50 boutiques, mais dans les faits, elles ne sont plus qu'une petite trentaine, probablement du fait de la forte concurrence d'une grande zone commerciale toute proche. Dans cette autre galerie plus proche du centre-ville, près d'un quart des boutiques ont disparu. Certains emplacements sont vides depuis plusieurs mois. Il faut du temps pour réaménager des commerces, nous dit-on. On sent bien tout de même que la période n'est pas faste, la fréquentation stagne. Il y a effectivement sur Nantes une densification des appareils commerciaux. Mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Nantes a été une des villes où il y avait le plus de surface commerciale par rapport au nombre d'habitants. Les pratiques ont changé. L'achat sur Internet concurrence les boutiques, surtout les enseignes populaires. Pourquoi se déplacer quand tout est disponible d'un clic? Il faut déjà être en phase avec effectivement sa clientèle, ses visiteurs, et puis s'orienter un peu plus sur du service, parce que c'est ce que les clients et les visiteurs recherchent avant tout, avec un pôle restauration plutôt thématique, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils attendent. Le pôle restauration de cette galerie commerciale s'en sort bien et contribue effectivement à animer les lieux. Mais il faudra trouver d'autres locomotives pour assurer l'avenir. En périphérie, le centre commercial Pôle Sud vient d'agrandir sa galerie, passant de 65 à 80 boutiques. Ici, on mise sur la qualité des matériaux, le bois, la végétalisation et les animations. Fini la galerie purement commerciale. Pour continuer d'exister, ces lieux devront être des destinations avec des nouveautés, de la culture, où l'on a envie aussi de se donner rendez-vous, et non plus un simple alignement d'enseignes que l'on trouve partout ailleurs. Bonjour Valérie Joussaume. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en géographie à l'Université de Nantes. Alors on a beaucoup parlé dans cette émission de commerce de centre-ville, commerce périphérique dans les galeries commerciales. En fait c'est un petit peu l'œuf et la poule, on ne sait pas qui a commencé. Est-ce qu'il y a moins de commerce de centre-ville parce que les gens habitent en périphérie ou alors les gens habitent en périphérie parce qu'il y a moins de commerce en centre-ville? Alors, pour répondre à cette question, je vais raconter un peu l'histoire. Allez-y. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aménagement du territoire, en fait, ça exprime, ça matérialise notre façon de concevoir le monde, d'avoir envie de vivre collectivement. Et depuis, je ne sais pas, 70 ans, on fait un urbanisme, un aménagement de la modernité. En fait, la modernité, c'est avec la révolution industrielle, l'homme a pensé que la machine allait le libérer.
donc le libérer au travail, le libérer dans la gestion du quotidien, avec le confort moderne, etc. Et le libérer aussi dans ses déplacements, parce qu'il faut imaginer qu'avant la voiture, se déplacer, ça prenait quand même beaucoup d'énergie, de temps, c'était quelque chose de C'était un lourd. peu les transports en commun, il y avait quand même le train, c'était le cheval, sinon, ce que Ouais, vous voulez voilà, nous dire. la marche à Ou pied, sinon, la marche à pied voilà, le essentiellement. vélo. Et donc, cet urbanisme de la modernité, c'est le zonage. C'est-à-dire que les 4 activités fondamentales de l'homme moderne, c'est habiter, travailler, consommer et se détendre. Et donc on a fait des zones résidentielles, des zones d'activité, des zones commerciales avec le nouveau commerce de l'ère de la modernité, c'est-à-dire la grande distribution, et des zones de loisirs. Et bien sûr, c'était la voiture qui permettait de mettre tout ça De passer d'un point à l'autre, en dans relation. ce carré de la vie. Quoi. Ouais. Et donc c'est le zonage. Et puis ça va générer aussi une périphérisation de tout. Donc c'est la réponse un peu à votre question. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va essayer de faire rentrer la voiture dans la ville avec des pénétrantes. Mais assez vite, on va se rendre compte que voilà, c'est pas pratique, etc. Surtout l'architecture de la ville n'est pas prévue pour. Et du coup, on va faire des rocades. Et c'est le long de ces rocades que vont s'installer les zones résidentielles, les zones d'activité et les zones commerciales. Du coup, la modernité, depuis 70 ans, tout l'aménagement... Donc en fait, c'est un ensemble. Ce n'est pas les commerces qui ont quitté les premiers, ce n'est pas les gens qui ont quitté les premiers, c'est l'évolution de la vie qui a fait que tout le monde a quitté ensemble le centre-ville, le centre-bourg pour s'installer en périphérie. C'est ça. Bon, c'est un imaginaire nouveau, c'est fonctionnel, c'est pratique. Mais ça veut dire que ça peut changer à nouveau, ce que vous dites, ça a évolué durant les 70 dernières années. Est-ce que là, on est au paroxysme et puis ça peut à nouveau changer, on peut inverser la tendance pour faire revenir tout le monde en ville? Ah mais je pense que le problème aujourd'hui du commerce, mais pas que, c'est justement qu'on est en train de changer d'imaginaire collectif. Depuis à peu près les années 90, on change de société, on est dans une société désindustrialisée, une société tertiarisée, et en fait notre imaginaire collectif change, c'est-à-dire que l'imaginaire moderne, c'est la machine qui libère l'homme, mais aujourd'hui ça y est, on a tout le confort. Et notre nouvel imaginaire, en fait, c'est finalement qu'on va se libérer carrément du travail. Et donc on vit dans l'imaginaire des vacances. On a envie d'être comme en vacances, partout, tout le temps. Ça impacte notre maison, terrasse, barbecue, piscine. Ça impacte notre désir de travail et ça impacte aussi, bien sûr, le commerce. Ça, c'est votre théorie du petit marché de Provence, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait résumer l'idée que notre imaginaire des vacances appliqué au commerce, c'est le marché de Provence. On veut que ce soit beau et animé. Et donc, il y a l'idée d'un retour vers les centres qui vont offrir cet imaginaire un peu plus de vacances, c'est joli, ça fait vacances, ça fait un peu marché de Provence. La grosse question, c'est comment est-ce qu'on récupère tout cet urbanisme commercial des périphéries pour le faire aujourd'hui rentrer dans cet imaginaire des vacances. Mais la grande distribution ne manque pas d'esprit. Donc elle va redécouper ses magasins, c'est-à-dire avant on allait dans des grands hyper, alors maintenant on a machin culture, machin meuble, machin électro, machin. Donc on va redécouper, voilà, beaucoup de machins. On redécoupe les magasins, on essaie de transformer les galeries en quelque chose qui fait vacances, avec des terrasses, avec des bars. Un cadre de vie agréable, un cadre de consommation agréable. Ça veut dire que là, c'est pas fini pour eux, là. Toutes ces boutiques autour de nous, elles ont encore de l'avenir. Elles sont dans le petit marché de Provence dont vous parlez. Voilà, mais alors le grand dilemme qu'on a, c'est comment on va mettre l'ergonomie, le côté pratique de la modernité, notamment la voiture, dans en fait cet imaginaire des vacances. Marché de Provence, on y va à pied. Hein. C'est ça. Donc là, on peut y aller à pied. Donc là, c'est le grand... parce que comment est-ce qu'on va... Quelle est la place de la voiture dans tout ça? C'est le grand dilemme de l'aménagement aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Jousseau, de nous avoir éclairé sur ce petit marché de Provence, dans lequel nous sommes, en fait, sans forcément le savoir, parce que la température, en cet hiver, n'est pas forcément celle d'un marché de Provence qu'on visite en général l'été, nous, dans notre région de l'Ouest. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en géographie à l'Université de Nantes. Alors, il y a des villes qui luttent pour leur commerce, qui réorganisent leurs espaces commerciaux, et puis des villages qui se battent, eux, juste pour sauver le seul et unique commerce du bourg. C'est le cas d'une commune de la Sarthe, Bourg-le-Roi. Après un an de fermeture, une épicerie bar-restaurant vient d'ouvrir. C'était forcément un événement que n'ont pas manqué Marc Ivard et Charles Bert. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux vous servir? Une baguette de moulée, s'il vous plaît. Alors la moulée, c'est celle-là, je crois. Le dimanche matin, il y aura des croissants. Il y aura aussi, on va faire aussi sur réservation de la pâtisserie. Ce matin, les habitants de Bourg-le-Roi ont retrouvé leur bar, épicerie, restaurant. J'en avais même parlé au maire, s'il pouvait avoir quelque chose, ça pouvait rouvrir et ça dépend beaucoup. Et ça tombe bien, le service, Fred a ça dans le sang. J'adore ça, quoi. Puis là, c'est ma boule d'énergie aujourd'hui. Et je suis à fond dedans. C'est l'ouverture.
vous pouvez vous servir. Au moins, vous choisissez ce que vous voulez. Chérie, j'ai besoin de toi. Fred n'est pas venu seul. Il arrive du Pas-de-Calais avec sa femme, Nathalie, qui fait ses premiers pas dans le commerce. Si on doit encore apporter quelque chose dans notre commerce, on va faire pour. Mais tout ce que notre clientèle désire, on va essayer de s'y tenir sans problème. Épicerie, bar et restaurant, 30 couverts, Fred en cuisine et Nathalie au service. À partir de demain soir, on est en restauration donc tout le week-end, jusqu'au dimanche soir. Dans les prochaines semaines sont attendus le tabac, les jeux, la presse, les relais colis et le gaz. Quand on aime tenir commerce en milieu rural, on ne compte pas ses heures. Notre but, c'est pas de gagner des millions, parce qu'on sait qu'on ne gagnera jamais des millions, mais c'est de vivre correctement et puis qu'on passe des super journées. Là, aujourd'hui, la journée a très bien commencé, donc c'est magnifique. 100 € de loyer pour l'habitation, 300 pour le commerce. Philippe, maire de Bourg-le-Roi, a tout fait pour réouvrir son commerce. Aujourd'hui, il savoure. C'est un grand jour et en plus c'est le jour de la soirée Beaujolais, donc qui va être accompagné par certains plateaux, donc beaucoup de monde à prévoir ce soir, une ouverture réussie. Il faut passer à la soirée Beaujolais, hein? Ah bah ouais. N'hésitez pas. Ah, faut y aller, hein? Merci. Faut venir voir les ch'tis à la soirée Beaujolais. Oui. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Je pense même que vous en savez plus sur le fonctionnement des commerces de centre-ville ou de zones périurbaines, de galeries commerciales. Il y a un espace de libre là, ça me donne des idées. Non, je crois que j'ai encore de belles émissions à vous proposer. À très bientôt.